Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 29 mars. Si vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ce petit geste pour vous est pour nous un grand encouragement. Merci donc de bien vouloir cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Merci. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des défis politiques et économiques auxquels l'Europe et la France vont devoir faire face dans un avenir très proche. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, l'Assemblée nationale a adopté un texte anti-ingérence étrangère qui comprendrait une mesure de surveillance par algorithme généralement réservée à la lutte antiterroriste. Ce texte de loi a été proposé par Renaissance, il a été largement adopté par 171 voix contre 25, mais pour certains, il s'agit d'un leurre. Parmi eux, le député et conseiller régional de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, qui a accusé le gouvernement de corruption. Écoutez. Vous passez votre temps à parler des ingérences étrangères, vous vous fichez bien du pouvoir du Qatar, vous vous fichez bien du pouvoir de l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, la Russie est un régime autoritaire, mais qu'est-ce que le régime saoudien? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens et leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de l'Arabie Saoudite? C'est ça vos principes? Vous n'en avez aucun. Il vous a fallu 7 ans pour découvrir qu'il y avait un problème d'ingérence en France, à ça, pour faire le tour des médias, pour faire peur aux Français aux élections, pour dénoncer les oppositions, ça y a du monde. Mais cette année, pour faire une petite loi, que tous vos mensonges, vos montagnes de mensonges, accouchent de cette souris ridicule qui ne servira à rien, vous avez demandé aux espions et à ceux qui veulent faire des méfaits en France de s'inscrire sur un registre. Mais bien sûr, les espions, les agents chinois, russes, saoudiens, qataris, vont s'inscrire sur votre registre, vont vous prévenir qu'ils vont détourner l'intérêt des Français et ils vont peut-être vous demander l'autorisation. Quel dispositif très efficace. Deuxième dispositif efficace, un rapport tous les 2 ans. Ça nous fera une belle jambe de savoir effectivement que les États-Unis, enfin ça on ne saura peut-être pas parce que vous ne le dites pas, que le Qatar, la Russie, le Maroc et toutes les puissances qui veulent faire leur marché en France nous espionnent. Nous ne sommes pas au courant. Il faudra bien un rapport de plus pour le prouver. Bref, tout ce que vous voulez faire pour lutter contre l'ingérence ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture parce que la pourriture est au cœur de votre système. Merci. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et à propos des élections européennes maintenant, précisément sur les enjeux d'indépendance énergétique et écologique, lors du sommet Change Now qui a eu lieu hier à Paris, différents candidats c'était avant-hier en fait, ont débattu donc sur la transition écologique et sociale lors de ce débat, alors que Aurore Lalucq accusait le parti d'Éric Zemmour de vouloir, avec sa proposition, mettre la France, je cite, dans les mains de grandes puissances étrangères. Nicolas Bay de Reconquête a répliqué, je cite, « Arrêtez de raconter n'importe quoi, je suis en train de vous dire qu'il faut construire des réacteurs nucléaires, ce qui nous libère de toute ingérence étrangère. » Fin de citation. Et à propos de nucléaire et d'indépendance énergétique, revenons sur un incident qui a eu lieu en Loire-Atlantique. Une éolienne a récemment pris feu, les foyers de l'incendie étant principalement localisés au niveau de la nacelle et du pied de la turbine. Malgré l'extinction de l'incendie, les autorités ont mis le parc éolien à l'arrêt et ont délimité un périmètre de sécurité. Et en parlant de sécurité, le ministre français des Armées a annoncé la participation de plusieurs nations étrangères à la sécurisation des Jeux Olympiques de 2024. La Pologne a confirmé l'envoi de ses forces armées. Les forces polonaises utiliseront notamment des chiens renifleurs pour la détection d'explosifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et on termine les Actus France avec une petite devinette. Le vendredi saint est férié dans une seule région de France. Devinez laquelle? Eh bien, il s'agit de l'Alsace-Moselle en vertu d'une tradition datant de l'époque de Napoléon III. Cette spécificité remonte à 1871 lorsque la région, suite à la défaite de la France face à l'Empire allemand, a été annexée et alignée sur le calendrier allemand. Et dans le calendrier allemand, le vendredi saint est férié. À noter aussi que dans cette région, les cultes sont reconnus et financés par l'État, contrairement au reste de la France. Et il est temps déjà de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous.
Dans cette dernière émission avant les vacances de Pâques, je souhaiterais attirer votre attention sur un sujet qui préoccupe nombre d'entre nous depuis un certain temps. L'éventualité d'une nouvelle crise financière en Europe. Ah, je sais, ce n'est guère réjouissant, mais je ne crie pas au loup sans raison, car les signaux d'alarme sont là et ils sont sérieux. Les exemples de la France et de l'Italie, avec des déficits budgétaires qui dépassent respectivement les 5 et 7% de leur PIB, nous montrent que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, ce n'est pas tant le montant de la dette qui inquiète, mais plutôt la capacité des États à maintenir un équilibre entre le bien-être social, contentement et solvabilité. Le modèle social et politique européen jadis robuste montre des signes de faiblesse sous le poids d'une croissance économique insuffisante. Et ce n'est pas un problème isolé à un ou deux pays, c'est un défi qui concerne toute l'Europe, y compris l'Allemagne, dont la politique fiscale ne pourrait être plus différente de la nôtre. Pour mieux comprendre, plongeons tout de suite dans les détails de cette situation complexe. L'Europe se trouve à un tournant critique, confrontée à une crise potentielle qui menace son modèle social et économique. Autrefois prospère, le modèle européen reposait sur des industries oligopolistiques. Autrement dit, un très petit nombre d'entreprises avaient le monopole de l'offre d'une marchandise ou d'un service et étaient ainsi soustraites au régime de libre concurrence. Des secteurs comme l'automobile en Allemagne étaient soutenus par l'État et une réglementation avantageuse. Ils bénéficiaient de marges confortables et d'une protection contre la concurrence. Cependant, l'avènement du numérique et la fragmentation géopolitique ont bouleversé la donne. Les barrières à l'entrée s'effondrent et des pays comme la Chine prennent le leadership dans des domaines clés comme les voitures électriques. De plus, les chocs mondiaux de ces dernières années ont exacerbé le déclin technologique de l'Europe, entraînant des taux de croissance potentiels plus faibles. L'Italie, avec une croissance de la productivité quasi nulle depuis son entrée dans l'euro, en est un exemple frappant. L'Allemagne, elle, ne prévoit qu'une croissance potentielle d'environ 0,5% jusqu'à la fin de la décennie. La France en particulier est sous les feux de la rampe, avec son déficit budgétaire et ses ambitions de financer une armée européenne. L'UE, quant à elle, fait face à des défis pour financer ses politiques vertes ambitieuses, avec des objectifs qui semblent de plus en plus inatteignables. Selon le think tank Euro-Intelligence, le problème de fond réside dans les défauts intrinsèques du traité de Maastricht qui a créé la zone euro. Selon eux, un taux d'intérêt unique fixé par la BCE ne peut servir équitablement des pays aux productivités et règles de travail aussi disparates que l'Italie, la France, la Grèce et l'Allemagne. S'ajoutent à cela des réglementations contraignantes de l'UE qui entravent l'émergence de géants technologiques européens, au profit d'une répression des GAFAMs américains pour de supposés monopoles. Euro-Intelligence explique ainsi que l'UE semble dysfonctionnelle par traité, rendant impossible la résolution de ces problèmes structurels. Face à ces défis économiques et réglementaires, le paysage politique européen connaît des mutations profondes. Pour stimuler la croissance et l'emploi, certains dirigeants européens, comme Charles Michel, le président du Conseil européen, n'hésitent pas à prôner une économie de guerre. Une proposition jugée absurde par beaucoup. Dans le même temps, le soutien à l'Ukraine semble s'effriter dès lors qu'il s'agit de payer la facture. Finalement, la solidarité européenne semble trouver ses limites face au coût croissant du conflit. D'ailleurs, la piste ukrainienne est de plus en plus privilégiée dans le sabotage des gazoducs Nord Stream, ce qui, disons-le au passage, n'arrange pas les choses. Pendant ce temps-là, le paysage politique européen semble maintenant basculer à droite. Par exemple, chez nous, dans les sondages pour les élections européennes, le Rassemblement national de Marine Le Pen devance de 12 points le parti présidentiel. Dans ce contexte, les prochaines élections européennes pourraient bien se solder par un revers cinglant pour les partis centristes, écologistes et pro-ukrainiens. De quoi peut-être changer la donne. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony. Et aux États-Unis, le gouvernement a alloué 60 millions de dollars à l'État du Maryland pour aider à la reconstruction du pont Francis Scott Key à Baltimore. Le pont s'est effondré après avoir été percuté par un cargo, ce qui a entraîné la mort de 2 personnes et la disparition de 4 autres. Le gouvernement du Maryland, Wes Moore, a mentionné que la priorité est de retrouver les travailleurs disparus et d'apporter un soutien aux familles. Les autorités estiment que le coût final de la construction d'un nouveau pont pourrait atteindre au moins 2 milliards de dollars. Et l'armée israélienne a diffusé ce matin des images montrant des frappes sur des cibles du Hamas à Gaza. L'armée a décrit ces cibles comme étant des infrastructures du Hamas
et un puits de tunnel. Israël affirme viser les militants du Hamas qui utilisent des bâtiments civils, notamment des immeubles d'habitation et des hôpitaux, pour se cacher. Et selon le CENTCOM, les États-Unis ont intercepté 4 drones Houthis. Le communiqué indique que ces drones visaient un navire de la coalition et un navire de guerre américain. L'armée américaine a agi en légitime défense au-dessus de la mer Rouge. La destruction des drones n'a pas fait de blessés et les navires n'ont subi aucun dommage. Et un homme de 52 ans a été arrêté aux États-Unis pour sa participation présumée au génocide rwandais. Il aurait obtenu l'asile et le statut de réfugié aux États-Unis sur la base de fausses déclarations. Pendant le génocide au Rwanda qui a eu lieu en 1994, il aurait ordonné et commis des viols et des meurtres, y compris sur des enfants et des étudiantes. Et on passe tout de suite au sujet Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. Des courriels de menaces qui parlent de faire sauter une bombe et de commettre un crime de masse avec des armes ont visé le siège d'un groupe artistique basé à New York. Shanyun Performing Arts est une compagnie de danse fondée par des dissidents chinois. La compagnie souhaite exposer la culture chinoise d'avant le communisme. Pour cette raison, la compagnie est devenue une cible prioritaire pour le régime communiste chinois. Certaines pièces de Shanyun dépeignent des scènes de la persécution des croyants par le régime qui se poursuit encore aujourd'hui en Chine. Les menaces violentes à l'encontre du groupe artistique semblent s'intensifier avec 4 menaces à la bombe en un peu plus d'une semaine. Une série de courriels obtenus par The Epoch Times déclare en mandarin que de multiples explosifs C4 ont été posés à différents endroits, exigeant une rançon de 58 millions de dollars. Le courriel menace de faire exploser des bombes et de réduire le siège de la compagnie en ruine si l'argent n'est pas versé sur un compte PayPal. Un autre courriel provenant d'un autre compte menace de faire exploser des bombes sans demander d'argent. Ce courriel, également rédigé en mandarin, avance que dans un avenir proche, des individus se faufileront dans la propriété, lanceront des grenades et tireront sur toutes les personnes présentes sur le site. Un autre courriel, envoyé le même jour, se lance dans une diatribe, apparemment contrarié que Shanyun ait rapporté les menaces à la police et aux médias. Le courriel s'en prend au FBI et dit que l'agence ne mérite pas qu'on s'en préoccupe. L'expéditeur déclare qu'il continuera à envoyer des menaces et qu'il finira par épuiser la police avec. Le courriel se termine par une menace, disant qu'un jour, une bombe sera réellement placée dans un théâtre. Cette affaire survient après les menaces à la bombe lancées le week-end dernier en Californie et en Colombie-Britannique contre des salles où se produisait Shanyun. Les menaces ont entraîné des évacuations et des opérations de déminage menées par la police, mais aucun explosif n'a été trouvé. Un représentant de Shanyun a déclaré que le FBI avait été prévenu et qu'il enquêtait sur les menaces. Ça fait plus de 15 ans que la compagnie Shanyun fait face à toutes sortes de pressions, que le Parti communiste chinois essaye de convaincre les théâtres de les refuser par exemple. Il y a même des agents du Parti communiste chinois qui avaient tenté de saboter le bus des danseurs il y a quelques années. Courage à eux. Merci à tous, merci Rémi, à lundi. Merci Vladia, et pour conclure cette édition, je vous invite à admirer les œuvres d'Antoine Penne, un célèbre peintre et portraitiste français du XVIIIe siècle. Il a étudié les grands coloristes à Rome, à Naples et surtout à Venise. En 1707, son portrait du baron de Kniphausen attira l'attention du roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier, qui le fit venir auprès de lui. Penne devint ainsi le premier peintre du roi de Prusse. Sous le règne du roi, ses portraits étaient loués pour leur beauté. Le marquis d'Argence a même comparé un portrait de Penne avec un Rembrandt, affirmant que le travail de Penne surpassait celui du maître hollandais. Une remarque enthousiaste et sans doute même un tantinet exagéré de la part du marquis. Et voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi, un excellent week-end. À lundi.